Et nous allons maintenant accueillir notre invité qui va nous parler d'un projet très intéressant, Fleurs locales. Et Emma Garat va présenter ce projet. Et en tant que bénéficiaire final, nous allons entendre en vidéo Gilles Larnac. Donc Emma. Du coup, je m'appelle Emma Garat, je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels Occitanie et je vais vous présenter le retour d'expérience du projet Fleurs locales. Avant tout, je m'excuse, je pense que la présentation sera un peu moins interactive que ce à quoi vous avez eu droit hier, vu que le collègue qui devait m'accompagner n'a pas pu être présent aujourd'hui. Ok, du coup, le projet Fleurs locales, c'est un projet qui a commencé en 2020 et qui se terminera dans les mois à venir en avril. Il y a 7 partenaires, dont 2 Français, avec le Conservatoire d'Espaces Naturels qui est chef de file, et Fablim qui est coordinateur technique. 3 partenaires portugais et 2 partenaires espagnols. Avant de présenter le projet, je voulais vous présenter un peu le contexte, le pourquoi Fleurs locales. C'est assez simple. Aujourd'hui, la région méditerranéenne subit un effondrement de la biodiversité qui est exacerbé en fait par les activités humaines. Et les sociétés humaines vont dégrader l'écosystème, mais peuvent aussi avoir des actions de restauration. Et du coup, on a besoin de réponses concrètes, d'outils concrets pour la restauration écologique, ce que sont les végétaux locaux. Je voulais faire une petite précision de vocabulaire avant de continuer sur la présentation du projet. Quand on dit locaux dans le cadre du projet Fleurs locales, c'est un petit abus de langage. On sous-entend des végétaux qui sont sauvages, donc avec une grande diversité génétique, qui sont d'espèces indigènes, c'est-à-dire des espèces méditerranéennes qui ont coévolué avec l'ensemble de la faune et de la flore méditerranéenne, et des végétaux qui sont d'origine locale, c'est-à-dire produits proches du lieu où ils seront utilisés. Voilà, c'était juste un point de vocabulaire. Et du coup, pourquoi le projet Fleurs locales ? Aujourd'hui, en région méditerranéenne, il n'y a pas ou très peu de production de végétaux locaux, surtout de végétaux herbacés. Et du coup, le projet a pour ambition de développer, de structurer des filières de restauration de la biodiversité par les semences locales. Donc, bonjour à tous. Je suis Gilles Larnac, chargé de mission patrimoine naturel au sein du département du Gard. Je suis déjà désolé de ne pas être parmi vous ce matin, aujourd'hui, et être à côté de Emma Garat pour témoigner de ce programme et de notre action que nous avons réalisée en 2022. Donc voilà, je travaille au sein de cette collectivité qui est un département, à l'échelle d'un département entier, qui fait 580 000 hectares. Et que donc, le département a plusieurs compétences, notamment sur la dimension environnementale. Nous travaillons sur l'acquisition foncière d'espaces naturels dits sensibles et la gestion. Désolée, ça a coupé un peu brièvement. Du coup, c'était mon collègue du département qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà, il a présenté succinctement le département et il y aura des petites interventions entrecalées avec les miennes. Voilà, du coup, le projet a pour but de structurer ces filières. Pour structurer ces filières, on a décidé d'avoir 3 approches complémentaires, avec une approche plutôt scientifique, qui a pour but vraiment de développer les mélanges de semences à utiliser et des itinéraires techniques pour les produire et pour les semer. Une approche économique sur la structuration de filières, en essayant d'associer tous les opérateurs de la chaîne de valeur. Du coup, quand on parle d'opérateurs, on parle des producteurs, mais aussi des acheteurs, des prescripteurs, tous ces maillons-là. Et enfin, une approche plutôt territoriale qui vise à engager les autorités publiques, les collectivités locales, dans des plans, dans des stratégies de restauration à base de semences locales. Je vais vous présenter rapidement le partenariat et un peu la complémentarité entre les partenaires de ce projet. Sur le volet scientifique, on va retrouver le Conservatoire d'Espaces Naturels qui va apporter une vraie expertise botanique de terrain et de gestion de site. C'est notre cœur de métier. En Espagne, on va retrouver un producteur de semences et une ONG qui apportent plutôt de leur côté une expertise agronomique et d'itinéraire de production. Et au Portugal, on va retrouver une approche plutôt scientifique, plutôt recherche, avec deux universités et un laboratoire d'État, du coup avec une approche plutôt banque de graines, etc.
Sur le volet économique, le partenaire, on va dire, sur lequel on s'est le plus appuyé, c'est Fablim, qui est du coup une association de développement local française et qui a une grande expérience au niveau du développement de filières territorialisées, plutôt sur les filières alimentaires, mais c'est totalement applicable en fait dans notre cas. Et du coup, Fablim a pu apporter un vrai apport méthodologique aux autres partenaires qui avaient moins d'expertise sur le sujet. Et enfin, sur le volet territorial, on va retrouver encore une fois le CEN et la Fondation Global Nature, qui sont des structures qui ont un vrai ancrage territorial, qui connaissent très bien et qui travaillent très souvent avec les autorités locales. Et ça a permis de mobiliser beaucoup plus facilement ces structures-là dans la suite du projet. Et je voulais aussi préciser une forme de complémentarité différente de celle des partenariats, celle des territoires. Finalement, on n'a pas travaillé de la même façon dans tous les pays. Par exemple, en France, on s'est plutôt intéressé aux milieux prairiaux, alors qu'en Espagne et au Portugal, les partenaires ont plutôt travaillé sur des interrants vignes, découverts aussi en arboriculture. Au niveau des cadres réglementaires, on ne partait pas du tout du même niveau. En France, on a un label qui permet en fait de certifier les végétaux locaux. Donc on a déjà un cadre réglementaire qui est, on va dire, mature, avec des cahiers des charges bien définis. Ce n'était pas du tout le cas en Espagne et au Portugal. Et finalement, on a travaillé à des échelles différentes au niveau des territoires accompagnés, avec une échelle communale ou départementale en France, et puis à l'échelle d'une comunidad en Espagne. Donc en fait, c'est vrai que notre territoire est d'une grande surface, puisque c'est un département dans sa globalité, avec une grande diversité d'habitats naturels et d'écosystèmes. Nous avons par exemple au niveau de nos propriétés dont nous sommes gestionnaires directement, on a 4500 hectares. Nos collègues qui travaillent sur la gestion du réseau routier gèrent 4000 km de routes départementales. Donc ça fait effectivement beaucoup de surface d'écosystèmes finalement, en bord de route et nos espaces naturels sensibles, à prendre en considération, à bichonner au niveau de la biodiversité et à réfléchir aux questions autour de l'adaptation au changement climatique. Donc ce projet de fleurs locales nous semblait particulièrement intéressant et d'actualité pour le coup, pour travailler de façon transversale avec plusieurs directions et regarder un petit peu le diagnostic de où est-ce que nous en étions en 2022-2023 pour ensuite donner des objectifs d'amélioration de tout un tas de politiques et d'axes d'action sur ces territoires-là. Voilà, du coup, peut-être pour compléter, le département du Gard, c'est un des territoires qu'on a accompagné dans le cadre du projet. Et vraiment, ce travail qu'on a fait avec eux, c'était très lié à l'ancrage territorial qu'a le CEN Occitanie, parce que du coup, le Gard est un département dans la région Occitanie, on travaille beaucoup avec eux, et ça a permis en fait de créer des liens qui existaient déjà, enfin de recréer des liens sur les bases qui existaient déjà. Avant d'aller plus loin sur les résultats du projet, je voulais vous présenter rapidement en fait, les phases de travail qu'on a suivies. Donc avec une phase d'état de l'art qui a été extrêmement intense et qui a permis de planifier en fait, la phase d'expérimentation. Et sur la phase d'expérimentation, donc ça reprend un peu les trois approches. Voilà, on a mis en place des expérimentations de terrain, on a fait beaucoup de rencontres, beaucoup de sensibilisation et on a mobilisé nos collectivités. Et on va dire à peine en train d'entrer dans la phase de capitalisation, vu qu'il nous reste encore quelques mois là dans le projet. Donc voilà. Les principales réalisations, je vais vous les présenter sous la forme de trois objectifs qu'on s'est fixés, qui font un peu écho aux trois approches scientifiques, économiques et territoriales. Donc avec une volonté de concevoir des solutions techniques, structurer l'offre et sécuriser la demande. Finalement, la grande valeur ajoutée Finalement, la grande valeur... Voilà, du coup, sur les solutions techniques, le plus gros travail qui a été fait, ça a été la mise en place de plusieurs sites expérimentaux, donc 13 sites sur les 3 pays, avec une collecte de graines du coup à la main et des semis de placettes expérimentales avec des répétitions, vraiment pour tester des mélanges de semences, voir comment ils s'exprimaient dans différents contextes. Donc là, on a un exemple d'interrang vigne, on a aussi semé, comme je vous ai dit, en espace prairial, sous des cultures, des oliveraies, des orangerais, etc.
Et un autre type, on va dire, d'essais qui a été fait, sont des essais à beaucoup plus grande échelle, donc à l'échelle de plusieurs hectares, où on a voulu tester d'autres méthodes de production de semences, finalement, de restauration, avec plutôt des collectes en mélange. Voilà. Donc en fait, on a testé plusieurs protocoles différents, plusieurs tailles différentes, plusieurs contextes. Et en termes de résultats, aujourd'hui, on a déjà des listes d'espèces à utiliser par milieu. On a des itinéraires techniques, comment implanter et comment produire ces graines. Et on a identifié de nombreuses zones de collecte et des réseaux de fournisseurs pour obtenir ces graines locales. Donc voilà, on a de meilleures connaissances sur le comportement de ces graines grâce au projet, mais bien sûr, le vivant, ça prend du temps, donc on aura besoin de plus d'années pour étudier tout ça. Sur le volet économique, le vrai travail, ça a été vraiment de faire connaître les semences locales, leur intérêt, de mettre en relation les acteurs, de discuter et vraiment d'identifier qui pourraient être ces potentiels producteurs qui n'existaient pas finalement sur le territoire. Donc on a fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'animation, de journées techniques. On a fait des études de marché en fait pour les rassurer, pour les pousser à s'engager et pour identifier au plus proche les débouchés finalement de la production de semences. Et finalement, tout ça aboutit à des premiers contrats et des premières mises en culture. En France, aujourd'hui, on a des graines là, qui sont en train qui ont été semées à l'automne et qui fourniront à la fin du projet un premier lot de semences fleurs locales. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a à l'issue de ce groupe de travail? On a des fiches techniques qui a permis en fait, de combler le manque de connaissances qu'il y avait sur ce volet-là. Plein de données économiques sur les coûts de production, donc sur différentes méthodes de production, également des business plans et on va dire un modèle d'organisation qui serait idéal un peu pour le montage d'une future filière. Et voilà. Et sur le dernier volet, qui est le volet territorial, pour sécuriser vraiment cette demande, on a fait un énorme travail de sensibilisation, porter à connaissance en fait l'intérêt des graines locales et expliquer quel était l'enjeu pour toutes les collectivités locales, pour ces structures publiques, en fait, de s'engager dans l'achat de ces graines. Et on a mis en place des groupes de travail avec pour objectif de faire évoluer les politiques publiques en Espagne et au Portugal, parce qu'en fait, il y a des contraintes réglementaires qui sont très fortes sur la production et la commercialisation de ces graines. Du coup, des groupes de travail assez intenses au niveau national pour faire avancer un peu la législation. Et en France, où la législation est beaucoup plus favorable, on a fait plutôt des groupes de travail à l'échelle des territoires pour qu'ils puissent intégrer eux-mêmes les végétaux locaux dans leurs dispositifs territoriaux. Et du coup, je vais redonner la parole à Gilles, qui va présenter un peu ce qu'on a fait au département du Gard. Ce que je peux dire par rapport aux résultats ou à l'impact du projet... C'est pas la bonne vidéo, désolée. C'est celle-là. La vidéo se lance pas? Je sais pas si... Finalement, la grande valeur ajoutée que je vois en tant que chargé de mission dans une collectivité d'une certaine taille, de travailler sur ce projet, d'avoir bénéficié de cet accompagnement, finalement, c'est à la fois sur le fond et sur la forme. Parce que sur le fond, la thématique, bien entendu, nous intéresse, nous concerne, mais finalement, sur la forme, ça a été de mettre en place différents groupes de travail. Donc, on a eu 4 grandes thématiques qui se sont dessinées, où finalement, on a réussi à organiser un travail partenarial avec tout un tas de partenaires en interne avec qui, dans la collectivité, on n'a pas trop l'habitude de travailler. On est une grosse collectivité, on est finalement 3000 agents, des directions qui travaillent sur la commande publique, des directions qui travaillent sur les routes, sur les bâtiments, sur l'environnement, bien entendu, sur la gestion des milieux aquatiques. Et tout le monde n'a pas forcément l'habitude de travailler techniquement, en tout cas, de façon fluide au quotidien. Ces groupes de travail qui se sont mis en place, donc il y en a 4. Donc il y en a un, c'était pour monter en compétences, pour que les gens puissent mieux se former et s'approprier les enjeux de ce sujet. Un autre sur la commande publique, justement, pour améliorer notre façon d'acheter des végétaux dans le département du Gard. Un autre sur la sensibilisation, au sens large, pour sensibiliser le grand public,
les acteurs du territoire et les citoyens. Et le dernier groupe de travail, c'était pour distribuer des végétaux. Donc là, c'est un dispositif dont nous avons mis en place depuis une trentaine d'années maintenant. On distribue des végétaux gratuitement aux communes du Gard, donc notre département, aux communes, pour qu'elles puissent embellir leur espace naturel, leur espace public. Voilà, du coup, dans le Gard, comme l'a dit Gilles, un des enjeux, c'était vraiment de faire travailler ensemble tous ces services qui n'échangeaient pas, qui utilisaient des végétaux, mais qui n'avaient pas de ligne directrice. Donc ça a été le gros enjeu au niveau du département. En termes de résultats pour ce groupe de travail-là, on a un argumentaire pour convaincre, on va dire, les décideurs, les décideurs, oui, voilà, de s'engager dans l'achat de végétaux locaux. On a un retour d'expérience qui commence à être assez complet maintenant, issu de l'accompagnement des territoires, et un guide pour accompagner les personnes qui souhaiteraient s'engager dans la construction de ces plans de restauration à base de végétaux locaux à l'échelle d'un territoire. Et enfin, on a les outils et les leviers qui ont été développés pour intégrer les végétaux locaux à la fois dans les politiques publiques, mais aussi dans les dispositifs territoriaux. Ce que je peux... Hop. Okay. Voilà, je vous fais juste un petit retour sur finalement qu'est-ce qu'on retient du projet, surtout en tant que chef de file. Plusieurs choses. Déjà, au niveau de la répartition des responsabilités, pour que chaque partenaire se sente impliqué, on s'est rendu compte qu'il était très important que chacun ait des responsabilités. Donc pas seulement au niveau on va dire de la coordination des groupes de travail, mais également par exemple sur la responsabilité des livrables. Ça motive énormément les équipes d'avoir des vraies responsabilités au sein du projet et que ce ne soit pas concentré par le chef de file. Organiser des rencontres physiques. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu la date de lancement, c'était en mai 2020. Donc le projet a été lancé plein Covid. Donc on a mis énormément de temps à pouvoir tous se rencontrer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après les premiers voyages pédagogiques, on a eu un vrai engouement, un vrai retour de motivation. Et ça nous a permis d'avancer beaucoup plus efficacement, de mieux se comprendre, de pouvoir discuter finalement physiquement. Et on travaille beaucoup mieux avec les gens quand on les connaît. Donc voilà, c'est un petit conseil d'essayer de rencontrer les gens dès le début du projet. Ensuite, on a mis en place une évaluation itinérée dans le cadre du projet. En fait, ça nous a permis de se re-questionner au-delà en fait, des réalisations à faire, on va dire pour le suivi, le monitoring qui est demandé par le programme. On a décidé de se questionner sur les impacts finalement à long terme qu'aurait le projet et qu'auraient nos actions. Et on a mis en place des indicateurs pour vraiment estimer... comment dire, oui, les impacts sur le long terme, ça nous a permis de prendre beaucoup de recul pour remettre en question un peu la façon dont on travaillait et de savoir si on mobilisait efficacement les publics cibles, par exemple. Ça a été assez intéressant. Et enfin, trouver un équilibre entre la phase d'état de l'art et la phase d'expérimentation. Comme je vous ai dit, bon, nous, on a commencé en phase d'état de l'art en plein Covid, donc ça a mis un peu de temps à démarrer. Et finalement, cette première phase a pris beaucoup de place, beaucoup de temps. Et dans un projet comme le nôtre, où on travaille avec du vivant, on s'est rendu compte qu'on aurait dû commencer l'opérationnel peut-être un peu plus tôt, parce qu'en fait, on dépend vraiment juste des cycles des végétaux. Voilà. Et peut-être pour clore sur la coopération, je dirais qu'il est essentiel que la coopération soit pensée dès la construction du projet. En fait, si chaque partenaire est complémentaire, si chacun a une pierre à apporter à l'édifice, la coopération, je pense, se fera tout naturellement. Ce sera beaucoup plus compliqué si finalement on a des partenaires qui sont un peu indépendants sur certaines thématiques et qui vont pouvoir avancer tout seuls. Donc, hyper important de le penser en amont. Et enfin... se rappeler quand même que la coopération, on va dire, peut avoir des limites. Nous, on a eu quelques contraintes avec des spécificités territoriales, comme par exemple des contraintes légales dont je vous ai parlé en Espagne et au Portugal, où on n'avait pas du tout le même niveau de facilitation qu'en France. Et du coup, ça a limité, je ne sais pas si ça a limité la coopération, mais ça a en tout cas limité le transfert de connaissances qu'on pouvait faire, parce qu'au niveau légal, au niveau administration, on n'était plus du tout au même niveau. Mais oui, du coup, ça limite le transfert, mais je ne sais pas si ça limite la coopération.
Voilà, merci de m'avoir écouté.